Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Les systèmes politiques inventés et laborieusement pensés par l'homme, affinés au fil des millénaires, civilisation après l'autre, sont de savantes structures qui tendent à la perfection, ou du moins à une perpétuelle amélioration, et dont la vocation est de gouverner les États, dans toutes leurs déclinaisons politiques, sociales, économiques, voire même parfois culturelles et autres aspects de la vie des peuples. Ces systèmes tels que nous les connaissons aujourd'hui, à travers toute l'humanité, ont connu des parcours différents, parfois divergents, les uns tentant de s'améliorer chaque jour, les autres ont dégénéré chaque jour un peu plus. Ces deux modèles se subdivisent en deux, des modèles plus ou moins prononcés. Mais avant d'introspecter leurs caractéristiques respectives, peut-être pourrions-nous commencer à les envisager sous deux aspects, deux modèles dont les logiques sont diamétralement opposées l'une à l'autre. Deux sortes de systèmes politiques. Les méritocraties, où le mérite est le cœur battant de la logique de l'État, et les médiocraties, où la médiocrité est le moteur essentiel du pouvoir. Les méritocraties sont toujours des États démocratiques, un tant soit peu, puisque la démocratie idéale à laquelle tendent les aspirations des peuples n'existe pas encore malheureusement telle qu'ils la voudraient. Ce sont en tout cas des États fondés sur la légitimité du pouvoir, puisque la seule possibilité d'accéder au centre de décision politique est celle confiée par le peuple, par le biais d'élections sincères et transparentes. Même si l'on ne peut occulter le fait que l'argent y accapare un rôle très important, parfois même décisif, malheureusement. Quelle que soit leur conformation, qu'elle soit monarchique, républicaine, confédérale ou autre, ces méritocraties sont des États qui reposent sur le principe central de la séparation des pouvoirs, en plus d'autres constantes systémiques comme la liberté de penser, la liberté d'expression, d'une façon générale, celle de la presse, l'égalité des sexes, la présomption d'innocence et autres valeurs fondamentales. Dans ces États, l'armée y est qualifiée de grande muette pour souligner qu'elle n'a pas le moindre droit à l'expression politique, encore moins à l'ingérence dans la vie politique, sous quelque forme que ce soit. En plus de la justice, l'égalité, la solidarité et autres valeurs démocratiques, le mérite est l'âme même de la nation. Le mérite, la valeur nodale de la nation, autour de laquelle s'articulent tous les principes d'accession professionnelle, d'accession institutionnelle, sans laquelle nul ne peut accéder à une quelconque charge publique. Et il en a naturellement résulté que ce critère incontournable a tellement imprégné les fondements même de la nation, de la société et de l'État, que celui-ci, l'État, en est devenu une méritocratie, entièrement fondée sur le mérite. Un système qui ne peut générer que le mérite, dans une logique infinie où le mérite suscite le mérite dans une dynamique de mérite. Et c'est précisément cet état d'esprit qui a étayé la nature démocratique de ces pays, qui y a insufflé le génie, l'initiative créatrice, la compétence, le savoir-faire,
le travail bien fait, l'émulation, le sens de l'organisation, la rationalité, l'efficacité et par conséquent le développement, le progrès et la prospérité. Il en a découlé inexorablement et systématiquement que tous les pays démocratiques sont devenus des méritocraties et donc des nations développées, non seulement sur le plan économique, mais multidimensionnel, sur tous les aspects de la vie nationale. L'autre système, la médiocratie, qui dégénère souvent et quasi systématiquement en mafiocratie, est strictement l'inverse de la méritocratie, en tout point. Une médiocratie n'est jamais une démocratie, sinon en pure façade. Elle est invariablement prise en otage par la force armée ou l'oligarchie financière, ou les deux ensemble. Le seul discours et la seule logique en sont la violence, la subversion, la corruption, le mensonge, l'instrumentalisation de la justice, de la presse, de la police, l'usage de relais politiques corrompus, de protecteurs étrangers qui sont autorisés à venir piller le patrimoine national, de mercenaires en tout genre infiltrés au sein de la population. Dans la médiocratie, le pouvoir n'est jamais l'émanation de la légitimité, d'élections libres et transparentes. L'accès au pouvoir ne se fait que par la cooptation et la soumission au maître de l'œuvre. Exclusivement la soumission aux règles du régime et sans aucun autre critère, même pas celui de la compétence et encore moins celui du mérite. Bien au contraire, le mérite et donc la compétence et donc l'intégrité, l'efficacité, la droiture, le respect de la loi et du droit sont rédhibitoires pour l'accès à ces charges publiques, à ces charges institutionnelles. Parce qu'une médiocratie ne peut s'encombrer de mérite, de compétence, d'intégrité, d'efficacité, de droiture. C'est totalement exclu. Ces qualités gripperaient la machine. Imaginez un peu en Algérie qu'un procureur général, un président de la cour, un wali, un ministre, un président de la République, un patron de l'armée, ou de la police, ou de la gendarmerie, ou un député, un sénateur, le secrétaire général de l'UJDA, et tous ces postes, toutes ces charges qui sont très importantes pour le régime, pour le contrôle de la population. Imaginez que ces gens puissent être réellement compétents et intègres, respectueux du droit, de la loi et des règles édictées mais jamais appliquées. Imaginez que ces gens soient nommés et appelés à exercer leurs fonctions dans le respect de la loi et du droit. Et imaginez qu'ils s'y inscrivent et qu'ils refusent de sortir de ces grands principes. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? N'essayez même pas, parce que cela est totalement inimaginable, puisque cela entraînerait, si cela pouvait se produire, cela entraînerait illico presto une totale paralysie du système, de tout le système, de haut en bas. Et il faudrait qu'une partie neutralise l'autre, puisqu'elles sont incompatibles l'une avec l'autre. Une médiocratie est comme le pouls, comme la punaise. Elle a besoin d'un environnement sale, insalubre, sombre, pour pouvoir vivre et prospérer. La lumière et la propreté lui sont mortelles.
Algérie, une méritocratie ou une médiocratie? C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. La question que nous allons poser à nos invités, en plus de parler des sujets de l'heure. Et j'aurai le plaisir d'avoir donc avec nous Farida Hamidi, psychologue clinicienne, activiste politique. Farida Hamidi, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les Algériens. Bonsoir aux détenus d'opinion et leurs familles. Je les salue chaleureusement. Et toutes les victimes d'injustice subies par ce système justement mafieux. Voilà, merci pour l'invitation. Merci, je rappelle que vous êtes avec nous depuis Paris. Hassan Hairiche, analyste politique, militant politique aussi. Hassan Hairiche, vous êtes avec nous depuis Paris aussi. Merci d'être avec nous, Hassan. Merci, Monsieur Benchenou, pour cette invitation. Je salue vos invités, je salue les téléspectateurs et je souhaite dédier cette émission aux prisonniers d'opinion. Merci. Boukhalifa Benmamar, de Paris aussi, militant politique, observateur politique, membre de Riposte Internationale. Boukhalifa Benmamar, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, bonsoir à vos invités, bonsoir à l'ensemble de nos concitoyens qui sont de plus en plus, nous dit-on, abonnés à vos émissions et aussi à l'aube de cette nouvelle année. Avec beaucoup d'émotions, nous saluons, je ne dirais pas les détenus politiques, puisqu'ils ont dépassé ce statut, ils sont des otages d'une logique au-delà de mafieuse sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir. Très bien, je vous garde Boukhalifa. Donc la question, le titre, je ne sais pas si on peut le poser, s'il y a le moindre doute sur ça, mais je vous laisse répondre. Algérie, une méritocratie, une médiocratie? En fait, la difficulté dans la déconstruction d'un régime comme le régime qui est aux commandes en Algérie devrait faire appel aujourd'hui dans la séquence que nous vivons à des historiens, à des personnalités qui viennent de tous bords. En fait, il nous faudrait l'équivalent d'un séminaire annuel comme il a été fait en 75. Si mes lectures sont bonnes, par un certain nombre d'universitaires et de personnes venant de divers horizons, où ils ont déconstruit le fascisme. En fait, l'une des difficultés majeures aujourd'hui, ce n'est pas tant de trouver un adjectif pour qualifier la véritable nature du système, mais on peut, à rebrousse-poil, voir les implications des décisions qui sont les siennes. Aujourd'hui, le risque que prend le pouvoir algérien, c'est la dislocation de cette nation. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on revient sur la nation, ce qu'elle est, les moments fondateurs et les fondements sur lesquels elle s'est faite, le système n'a fait que les attaquer à la petite bêche au lendemain de la prise de pouvoir en 62, mais sur les 10 ou 15 dernières années, il est carrément allé à l'arme lourde. Donc quand on veut fragmenter une société en jouant sur des différences linguistiques, sur des différences culturelles, en invoquant à chaque fois ces différences comme étant des facteurs de division et non pas comme des facteurs de richesse, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé l'été dernier. L'été dernier révèle la nature réelle et profonde du régime. Aussi, au-delà de ce qu'on peut le qualifier méritocratie ou mafiocratie, je pense qu'il faudra aussi revenir à des choses terre à terre. Le régime a su jouer les antagonismes depuis le début de la prise du pouvoir. Les alliés objectifs du régime sont les courants conservateurs qui ne veulent pas qu'il y ait une ouverture de la société, d'une part. D'autre part, il a des alliés objectifs qu'il a su recruter par ça et là, mais c'est un souci
d'élargir sa base clientéliste. La dernière sortie du chef de l'état-major demandant à ce que le peuple algérien fasse bloc autour de l'armée est une ineptie encore. On fait bloc autour d'une idée, autour d'un homme ou d'un groupe de personnes qui portent une vision dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du pays. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'incarnation du mal absolu est faite par les porteurs du képi. Ils ont une absence totale de vision. Ils ne sont fondés en rien pour l'incarner. L'armée n'est qu'une institution comme les autres qui doit revenir à ses missions fondamentales qui sont toutes simples. Même aujourd'hui, un enfant qui sortirait d'un système éducatif à la limite plus ou moins performant pourrait nous dire quelles sont les missions d'une armée. Je reviens à vous dans un petit moment. Oui, pas de souci. Farida Hamidi, sur cette question, le titre d'aujourd'hui, médiocratie, méritocratie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qui reposent justement sur ces deux notions en Algérie et sur lesquelles le système a énormément joué. On ne peut pas évoquer la méritocratie ou la médiocratie en ne pensant pas au système éducatif. Voilà, celui qu'ils ont le plus saccagé d'ailleurs. Donc, parlant de système éducatif, c'est d'offrir la chance à tous pour sortir avec un diplôme, qu'il soit un diplôme supérieur ou professionnel. Justement, dans un pays où il y a la méritocratie, c'est que chacun trouve sa voie, chacun trouve son chemin, il n'y a pas de dénigrement entre les voies de formation. En fait, on a cultivé un petit peu, on a cultivé l'art des représentations un peu enquistées de certains métiers. Le problème, il est là aussi, au niveau des représentations sociologiques des métiers. C'est ce qui fait que certaines personnes se plaisent à se reproduire un petit peu dans certaines catégories dans la société. Et c'est entretenu par la suite par un système qui, justement, joue sur toutes les divisions. Donc là, est-ce qu'on peut parler justement de méritocratie dans un système où c'est plutôt, les postes sont plutôt par héritage, le fils d'un tel, il va occuper tel poste parce que son père était à ce poste-là et quand il est parti, où il a placé la moitié de sa famille dans cette entreprise, où il a laissé ses enfants comme si c'était un héritage familial qui se transmet d'une génération à l'autre. D'un autre côté, l'école, on ne sait plus en fait qui elle sert, à quels besoins elle répond. Les choses ne sont pas du tout adaptées à l'âge. Que ce soit en primaire, en fait, on parle des cartables lourds. Mais là, en fait, c'est pas un problème de cartable, c'est un problème aussi de tête lourde. Parce qu'il faut voir ce qu'on apprend à des élèves de première année primaire, qui rentrent ou là. Je suis à chaque fois, en fait, consternée par le nombre de pages qu'il faut absorber pour aller passer un examen. C'est devenu des automates, en fait. Ils ne comprennent rien à ce qu'ils apprennent. Donc, en fait, c'est tout un système... Oui, pardon. Est-ce qu'il est concevable, pardon de vous interrompre, qu'une médiocratie puisse générer une école de qualité ? Si c'était le cas, elle pourrait donc aussi générer des dirigeants intègres, générer des juges intègres, une armée qui se confine à ses seules prérogatives constitutionnelles. Or, ce n'est pas le cas. Est-ce que ce n'est pas le cas. C'est le fameux dilemme de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'une médiocratie réelle, très prononcée, peut générer une école de qualité ? Elle peut pas de toute façon parce que c'est pas son objectif, c'est pas son souhait en fait. Une médiocratie, son souhait, ce n'est pas de donner des postes qui correspondent à des qualifications. C'est pas l'objectif. D'ailleurs, personne n'est à sa place en fait pour ne pas faire des généralisations parce que j'aime pas ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont compétents, qui occupent des postes qu'ils méritent, mais c'est des gens qui sont dans les coulisses, qui sont dans des placards, qu'on laisse passer comme les fameux généraux, qui sont à la retraite à un âge
où justement ici une carrière en fait démarre, là-bas on les met à la retraite, ceux qui ont les plus de compétences. Et on a des dinosaures en fait qui restent là. On a l'état-major le plus vieux au monde. C'est quand même consternant. Donc effectivement, ce n'est pas... Farida, pardonnez-moi de vous interrompre encore. C'est peut-être là un signe très très criant, très criard de la situation où de jeunes généraux, de jeunes colonels très compétents qui ont coûté un argent fou pour les former dans les meilleures écoles du monde ont été mis à la retraite très jeunes, parfois moins de 50 ans, alors que des vieillards séniles qui n'ont aucune qualification sont aux commandes de l'état-major et du haut commandement et qu'ils dépassent allègrement les 80 ans parfois. Oui, c'est exactement ce que je vous disais en fait. Donc, il n'y a aucune volonté de bien faire de toute façon. Il y a la volonté par contre de saccager tout un système éducatif. Et c'est pour ça qu'il y a une fuite, en fait, il y a une hémorragie au niveau des études universitaires où vous avez beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger et ces étudiants-là, pour la majorité d'entre eux, ne retournent pas au pays avec les compétences qu'ils ont pu acquérir dans des pays étrangers. On fait partie de ces promotions-là qui, à une certaine époque, sont partis, en fait, se sont formés à l'étranger et ne sont jamais retournés au pays. Donc, vous voyez que c'est tout un système, en fait, qui a été pensé de cette manière-là. Après, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue sociologique aussi, c'est de voir le rapport aux gens, au métier qui s'est formé avec le temps. Donc, en fait, vous avez d'un côté les métiers intellectuels, d'un autre côté des métiers qui relèvent de l'artisanat, donc ceux de la voie professionnelle, en fait, et qui sont dénigrés pour la plupart d'entre eux. Il n'y a pas assez de centres de formation, c'est pas bien vu. Tout ça a été cultivé, en fait, dans la société pour creuser des fossés, pour développer justement cette... ce refus de l'autre aussi, hein, parce que ça fait partie aussi des éléments de division dans une population où le racisme social, quand même, est patent. Donc on voit bien que, vous savez, c'est assez concernant parce que dans les appellations, par exemple, je pensais à quelque chose l'autre jour. Ici, un médecin qui sort de son cabinet, en fait, c'est plus le hakim, c'est monsieur Untel, on l'appelle par son nom. Le muallim, quand il sort de sa classe, en fait, le prof, quand il sort de sa classe, c'est plus le ustad, c'est monsieur Untel. On appelle les gens en dehors de leur lieu de travail par leur nom de famille, en fait. Et vous voyez bien que rien que par rapport à ce genre de comportement, ce qui a été induit dans la société, en fait. Donc, ils ont une double fonction. Ils ne font pas seulement de la médiocratie une règle, mais en fait, ça a été distillé justement pour que les choses soient plus facilitées, en tout cas, et plus acceptées. Après, voilà, dans ce système-là de généraux, dans ce système-là militaire, en fait, la médiocratie, elle a un objectif. C'est pas quelque chose d'anarchique, en fait. C'est quelque chose d'assez systématisé. C'est quelque chose d'assez systémique parce qu'elle s'étend aussi à d'autres secteurs. Et ça donne l'effet, justement, de néant. Et c'est ce qui fait que les jeunes, avant d'avoir un diplôme, ils vont penser, ça sert à quoi d'aller faire des études puisque de toute façon, à la sortie, je ne vais pas avoir de travail. Celui qui a réussi à avoir un diplôme parce qu'il vit dans un environnement où c'est valorisé, où c'est important, il va se dire, moi de toute façon, avant la fin de mes études ou à la fin de mes études, je ne resterai pas parce que je ne vais pas avoir le poste que je mérite, le travail que j'ai envie de faire. Donc c'est des gens qui partent avant. Donc vous voyez que c'est un peu la culture de la médiocratie pour qu'ils restent entre eux en fait. Pour qu'ils restent entre eux parce que c'est l'objectif de toute façon. Donc, Farida Hamidi, je me permets de vous garder encore un peu pour une autre question, mais je vais poser la question à la psychologue avant de vous libérer. Farida Hamidi, vous venez de dire quelque chose de très curieux qui interpelle vraiment, qu'une médiocratie, ce n'est pas un hasard, c'est plutôt systématisé. C'est-à-dire c'est pensé, c'est mis sur des rails. Oui. Vous pensez que ces gens-là ont délibérément mis en place un système médiocrate qui évacue le mérite, qui évacue la compétence, qui évacue l'intégrité, qui évacue l'engagement, le respect du droit et de la loi? Vous pensez que c'est
délibéré que ce système a été installé avec ces contre-valeurs exprès, de façon vraiment volontaire? Écoutez, dans le domaine de la psychologie, en tout cas, c'est connu, hein, le contrôle des masses, ça existe. Et pour que les élites puissent, en fait, conserver les privilèges qu'ils ont et rester là où ils sont, en tout cas, ils ont tout intérêt à rendre les peuples abrutis. Donc, en fait, le système de médiocratie, ça vient un peu de là. Donc, si vous voulez, avec des concepts qui sont quand même intelligents, on tend à rendre les gens idiots. Ce qui les a énormément surpris à partir du 22 février 2019. Donc, il y a quelque chose quand même qui s'est joué en arrière-plan, qu'ils n'ont pas du tout maîtrisé, et c'est exactement, Jamel, ce qui leur fait peur. C'est parce qu'ils ont essayé justement de maîtriser cette masse populaire avec des pratiques qui sont de l'ordre justement du contrôle des masses, et ça n'a pas fonctionné. Donc, ils essayent de comprendre qu'est-ce qui a joué pour que leur plan, en tout cas mis en place, ne fonctionne pas. Donc oui, bien sûr que c'est pensé, bien sûr, sinon ils ne seraient pas là pendant tout ce temps-là. Hein. Mais à la longue, ça pourrait leur être contre-productif, leur revenir au visage. Par exemple, comme maintenant en Algérie, ce système qui ne peut fonctionner qu'avec de l'argent, qu'avec la rente, c'est même pas une richesse créée, c'est une rente puisée dans les sous-sols. Dès que cette rente s'épuise, ces gens deviennent sans moyens. Ils n'ont même pas du mérite autour d'eux pour essayer de sauver le Titanic, j'allais dire. Tout à fait. Ils savent ce qu'ils ont récolté. Parce que les gens, en fait, dans des pays, comme vous dites, démocratiques, et je mets entre guillemets démocratiques parce que, enfin voilà, c'est quoi maintenant la démocratie, mais en tout cas dans des pays qui tendent vers une démocratie, ils vont plutôt développer un système de compétences. Ils vont développer un système éducatif qui va produire des cerveaux et qui va produire aussi des gens qui ont un savoir-faire professionnel pour pouvoir conserver un secteur économique qui fonctionne à tout niveau. En Algérie, il y a eu un système de corruption généralisée, en fait. C'est pyramidal et c'est comme ça qu'ils ont pu tenir. Par contre, au bout d'un moment, quand on ne peut plus payer ceux qui exécutent des besognes, des tâches basses, oui, bien sûr que ça va se retourner contre eux, bien sûr, parce que les gens commencent à comprendre aussi qu'ils veulent autre chose. C'est que c'est pas pérenne un système de corruption généralisé, en fait. C'est pas pérenne, c'est pas possible. Ça ne tient pas dans le temps, en fait. Et puis au bout d'un moment, quand ça perd son sens, même les personnes qui en bénéficient, au bout d'un moment, réalisent que c'est pas forcément ce qu'ils veulent vraiment pour leur vie, en fait. Et c'est ce qui les a surpris, justement. Farida Hamidi, merci infiniment, au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Et avant de passer à nos autres... Merci Farida. Avant de passer à nos autres invités, j'aimerais que nous puissions écouter d'abord Monsieur Chengriha, le général Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Écoutez-le agiter cet éternel épouvantail de la menace qui pèse sur l'Algérie. Et à travers cette menace qu'il suggère, il y a aussi cette, comment dire, cette menace venue de l'intérieur qui est impulsée aujourd'hui par des aspirations politiques, mais pas seulement, par une crise économique qui va débouler sur l'Algérie, dont les effets se sont déjà fait ressentir très durement et qui affecte des millions d'Algériens. Écoutez ce monsieur. فهذه المهمة الحساسة نعودها في الجيش الوطني الشعبي شديدة الحيوية نظرا للسياقات الدولية والإقليمية الخاصة التي نشهدها مؤخرا في ظل محاولات أعداء الشعوب خلق بؤر توتر بهدف تقسيم دولها ونهب واستغلال ثرواتها الطبيعية بصورة مباشرة أو تحت غطاء منظمات غير حكومية وشركات متعددة الجنسيات تستخدم
أسلوب الابتزاز والضغط على الدول للتدخل في شؤونها الداخلية. يضاف إليها التحولات العميقة في خصائص الحروب الحديثة التي أصبحت تخاض بوكالة أو باستعمال المؤسسات العسكرية الخاصة والتنظيمات الإرهابية والتخريبية والجريمة المنظمة وسلاح المخدرات، علاوة على اللجوء إلى أساليب التأثير على الرأي العام من خلال الدعايات الهدامة واستهداف معنويات الشعوب لخلق الانشقاق والفرقة وتأجيج النعارة بين مكوناتها الإثنية والدينية والقبلية وكل أشكال العمليات العسكرية الهجينة في التحطيم والإطاحة بالدول وأنظمتها. Il y a aussi cet appel des chefs de l'armée au peuple algérien de se rallier autour de l'armée. C'est une, comment dire, c'est comme s'il y avait deux unités différentes, deux entités différentes, l'armée et le peuple. Et l'armée demande au peuple de se rallier autour d'elle contre les menaces, et il cite nommément contre les menaces du Maroc qui chercherait à détruire la guerre, à détruire l'Algérie, à déclarer une guerre au pays. Mais avant de donner la parole à Nabila Ismail, qui nous a demandé de ne pas la garder trop longtemps pour des contraintes personnelles, je voudrais vous lire un message de Mohsen Belabbas, le secrétaire général du RCD. Voilà ce qu'il dit sur sa page Facebook. Un huissier de justice s'est présenté au siège national du RCD avec un courrier nous enjoignant encore une fois de cesser de faire de la politique. Cette dernière est désormais un domaine réservé de l'administration et de tous ceux qui portent des uniformes. Fin de citation. Maître Nabila Ismail, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité, Lawan, et mes respects à tous nos auditeurs et à vous, bien sûr. Merci. Je rappelle que vous êtes avocate, militante politique, hirakiste connue. Maître Nabila Ismail, sur ce titre de notre émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Algérie, une méritocratie, une médiocratie? D'abord, vous avez bien fait d'avoir commencé votre émission par amener une psychologue, parce que c'est vraiment le cas de le faire, et c'est vraiment un cas à étudier. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et on n'arrive même pas à qualifier ce régime, parce que là, au moins, vous avez trouvé une qualification, mais méritocratie ou médiocratie, moi je dirais que c'est les deux en même temps. Parce que nous sommes dans une situation de non-gouvernance, et nous sommes dans une situation de déni des principes de gouvernance. Vous venez de lire la publication du camarade Mohsen Belabbas, c'est ahurissant, parce que si on lui demande de ne pas faire de la politique, je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va lire La Bonne Aventure, ou il va louer son siège pour faire de l'informel? Je ne sais pas, là ils sont en train de nous pousser à aller vers l'informel politique. C'est une nouvelle notion qu'on doit commencer à étudier aussi. Parce que si on s'adresse à un président de parti pour lui dire que tu n'as plus le droit de faire de la politique, parce que même les réunions du PAD se déroulent au siège du RCD, la réunion du comité contre la répression se déroule au siège du RCD, donc on s'attendait un petit peu à ça. On savait qu'un jour ou l'autre, on va lui tomber dessus pour lui dire qu'est-ce que c'est que ces activités, alors que c'est des activités qui sont faites aussi au vu de tout le monde. Donc il y a vraiment, et maintenant c'est même le rapport des Nations Unies, les 5 rapporteurs des Nations Unies, la réponse du pouvoir, c'est de dire bon, c'est bien beau, vous êtes bien mignon, bien beau, mais il faut nous expliquer le dernier paragraphe. Or, le dernier paragraphe parlait du délai qui leur a été donné pour répondre sur les 5 rapports qui ont été faits. Alors, le délai est passé, parce que le délai était, je crois, de 48 heures. Donc, vous voyez, il y a une fuite en avant, c'est un système
c'est un pouvoir qui ne sait plus ce qu'il fait. Il a tout militarisé. Il instrumentalise la justice pour faire taire tout le monde, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les gens sont en train de bouillonner de l'intérieur, parce que il s'est ajouté à cette répression, au feu de forêt, à la crise d'oxygène, à la façon avec laquelle la Covid-19 a été gérée, aux salaires qui ne sont pas augmentés, à la cherté de la vie. Il s'ajoute à tout ça un mépris et une répression qui ne dit pas son nom. Vous savez, le peuple est en train de subir, mais ça ne veut pas dire qu'il se tait, ça ne veut pas dire qu'il va continuer à subir. On ne sait pas vers où nous allons, parce que là, il y a un discours qui est complètement hors temps. Parce que quand on me dit, c'est à croire que le peuple a tourné le dos à l'armée. Je tiens à rappeler que le peuple a rejeté le référendum du 1er novembre parce que la nouvelle constitution porte un article qui permet d'envoyer nos soldats en dehors des frontières. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le peuple n'a pas voté. قال لك ما نبعتوش ولادنا يموتوا في المالي ولا جهه اخرى، ولادنا دخلوا للجيش باش يحموا البلاد. Nous sommes un pays de paix, nous ne sommes pas un pays qui va devenir un pays de mercenaires et on ne veut pas que l'Algérie devienne un espace de lutte. Alors il y a une guerre par procuration, mais la guerre par procuration, elle y est. C'est ce qui se passe entre l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la France. Et c'est nous qui en pâtissons, parce que le fait de ne pas avoir construit un Maghreb des peuples a fait que nous sommes devenus un terrain de lutte entre les puissances qui ont tout à gagner, alors que nous avons tout perdu. Moi, je ne veux même pas faire de commentaires sur un discours qui ne m'est pas adressé, parce que moi, je ne suis pas une militaire. Je n'ai pas à subir ce genre de discours. Et ce genre de discours doit être en interne. C'est la seule télévision qui médiatise un discours de chef d'état-major, alors qu'il s'adresse à l'armée, ça devrait rester secret. Ça ne peut pas faire la une des journaux, ça ne peut pas être la une des infos, parce que ce que dit un chef d'état-major aux militaires doit rester secret, et c'est pas possible ce qui est en train d'arriver. Une simple délibération dans une assemblée est une délibération secrète, une délibération de magistrats est une délibération secrète. Or nous, on ne voit que ça. On voit une militarisation exagérée de tout. Alors maintenant, quand on m'appelle cet après-midi pour me dire que Hicham Khayat a été embarqué, que Slimane Hamidtouch a été embarqué, mais jusqu'à quand? Il y a un mécontentement, il y a une colère. الشعب راه غضبان، راه زعفان، راه خايف على بلادو. الشعب راه يقول لك احنا on n'est pas prêt à revenir aux années 90. On s'est libéré de cette période avec laquelle كحلتونا notre avenir. Ils n'ont pas le droit d'hypothéquer l'avenir de la jeunesse avec des crimes qui sont restés impunis. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une médiocrité, parce que ce n'est jamais les gens compétents qui sont dans les postes de décision. Il y a, chaque fois que vous avez des cadres, ils sont écartés. Vous avez on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus qui prend des décisions. Vous prenez le discours de Tebboune et le lendemain vous entendez le discours du chef de gouvernement. Après vous avez le discours du ministre du commerce, et vous avez sur le marché, il n'y a plus de lait. On parlait de l'huile, maintenant il n'y a plus de lait. On ne sait plus ce qui se passe. Et qui est derrière cette situation? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un. On est arrivé au point de dire, mais qui c'est qui est en train de prendre des décisions dans ce pays? Mais il y a eu des crises. Mazal n'a fait les crises. Chaque période, il y a une nouvelle crise. Qui veut enflammer l'Algérie? Qui veut que ça éclate?
Qui veut pousser le peuple vers l'éclatement? C'est la question que tout le monde se pose. Nous, en tant que militants, on est en train de dire que c'est un problème politique. On doit se mettre autour d'une table pour trouver une solution politique. Pas recevoir un huissier pour dire pourquoi tu fais de la politique. Ça, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils veulent? De quel droit on nous enlève tous les acquis qui ont coûté très cher à des centaines de militants qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur liberté, des morts, 88, 90, il y a eu des morts pour qu'on arrache un tant soit peu quelques notions, quelques pratiques démocratiques. On me parle de nombre de journaux, mais moi je ne parle pas de nombre de journaux, ce qui m'intéresse c'est le contenu. Ça ne sert à rien d'avoir 36 000 journaux quand le contenu est dicté par la même ligne éditoriale. Ça ne sert à rien d'avoir 36 000 partis politiques quand ils sont tous pro-pouvoir. Non, quand on a un agrément pour être dans un parti d'opposition, c'est pour dire à ceux qui gouvernent, vous gouvernez mal. Vous gérez mal l'argent public, vous gérez mal les institutions, vous n'avez pas le droit de vous immiscer dans le pouvoir judiciaire ou dans le pouvoir législatif. C'est ça le rôle d'une opposition. Et quand vous avez toute une opposition qui se tait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Maintenant, pardonnez-moi de vous interrompre. Avant de vous libérer, même question que j'avais posée à Valida Hamidi. Quand on met à la retraite de jeunes généraux, des colonels qui ont fait des études très poussées dans des écoles prestigieuses, payées très cher, parmi les plus grandes écoles du monde, on les met à la retraite, parfois même en prison, c'est parce qu'ils dérangent ou parce qu'ils ne sont pas dans l'humeur générale. Et que dans le même temps, on garde des vieux chevaux, des ringards, des gens qui ont parfois plus de 80 ans. Qu'est-ce que ça signifie d'après vous? Est-ce qu'on se déleste exprès du mérite, de la compétence et qu'on se renforce avec de la gérontocratie, de l'incompétence, de la sénilité? Ça veut dire quoi? Écoutez, moi je ne peux pas. Tout le monde sait qu'il y a une lutte de clans, il y a une guerre de clans, et je me refuse de m'inscrire dans cette guerre de clans, parce que la mise en retraite de jeunes officiers pour garder de vieux officiers obéit à une guerre de clans, à des intérêts, et notre seul intérêt en tant que peuple, c'est de préserver l'Algérie. Il faut absolument sauver l'Algérie de ce genre de lutte, parce que la mise à l'écart des compétences n'est pas uniquement dans le domaine militaire. Moi, ce qui me fait mal, c'est que la presse et que l'opinion internationale sache qu'il y a autant de généraux en prison. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a autant de généraux en prison? C'est parce qu'on leur a laissé faire de la politique et ils ne se sont pas contentés d'exercer leurs prérogatives constitutionnelles. Donc, cette lutte de clans... On parle de plus de 150... On parle de plus de 150 officiers supérieurs et généraux, plus de 150 qui ont été mis en prison. Et quand on donne ce genre de chiffres et qu'on crie à qui veut entendre que l'Algérie est menacée, comment voulez-vous qu'elle ne soit pas menacée quand des officiers sont en prison? Alors tout ça, vous savez, ce genre de contradiction, ce genre de dérapage, ce genre d'inconscience, moi j'appelle ça de l'inconscience, c'est ça qui met en danger l'Algérie. C'est ça qui met en danger, qui transforme l'Algérie, que nous avons connue, que nous chérissons, que nous aimons, ça la transforme en une cible très facile. Ensuite, on nous crie, l'ennemi il est à gauche, il est à droite, il nous cible, il ceci et cela. Mais qui a affaibli l'Algérie pour qu'elle devienne une cible? C'est la question qu'il faut se poser. Merci. C'est la seule question qu'il faut se poser. Le problème économique, moi j'aurais préféré entendre des experts économiques défiler derrière les écrans pour proposer des solutions à une relance économique. J'aurais préféré entendre des experts des banques pour préparer une véritable réponse à la Banque mondiale pour prouver le contraire de ce qui a été dit et pas pour dépêcher l'APS et dire que c'est un complot. Ça, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il y a une Banque mondiale qui a fait un rapport. Il faut réunir tout le monde et donner une réponse chiffrée, une réponse raisonnable, une réponse Maître objective. Nabila
Smaïl, merci beaucoup. Pardonnez-moi de vous interrompre. Merci beaucoup, Maître Nabila Smaïl. Au plaisir de vous retrouver. Et avant de recevoir Hassan Hiresh, j'aimerais vous lire quelques commentaires sur ma page au sujet de l'émission. Alors, sur le titre de l'émission Méritocratie, Médiocratie, Jawad dit ni l'une ni l'autre, c'est de la voyoucratie. Ammar Hamida, l'Algérie, méritocratie ou médiocratie. La nature du régime est ce que l'on appelle en sciences politiques un régime en termes de groupe et de factions, etc. Je ne peux pas lire la suite. Mario DZ, c'est un cocktail médiocratie, gérontocratie, mythocratie, kleptocratie et surtout de l'idiocratie. Mazouni Ben Nougef, un totalitarisme croissant qui n'inspire que débâcle annoncé. Nassima Asia, médiocratie. Je vous lirai la suite tout à l'heure. Hassan Hiresh, donc c'est à vous. Commentaire. Très difficile de parler, de mettre un petit mot quand on a entendu Madame Hamidi, Madame Smaïl et Monsieur Ben Mama qui ont dit des choses extrêmement importantes, extrêmement justes et malheureusement qui décrivent parfaitement la situation algérienne au niveau politique. Alors, à votre question, évidemment, les réponses sont multiples, mais la première chose qui me fait réagir, c'est que dès l'indépendance, en fait, à quoi on a assisté? On a assisté à l'émergence d'un tandem, Ben Bella Bouharouba, qui sont justement les plus médiocres parmi les hommes de la révolution algérienne, quand on sait qu'ils ont écarté des gens comme Aït Ahmed, comme Mostafa, comme Ben Khadda, comme Fatah Abbas, etc. Et que c'est ce tandem-là qui a malheureusement pris le pouvoir et qui justement a créé, a projeté une Algérie à leur image. Donc, petit à petit, effectivement, on a vu des hommes intègres, des hommes réfléchis, des hommes sincères qui ont donné leur vie pour ce pays-là, qui ont été soit assassinés, soit écartés, soit broyés à l'intérieur du pays, en tout cas complètement marginalisés, exclus ou totalement éliminés. Donc, dès lors, ce péché originel a continué, évidemment, malheureusement, d'être le principe conducteur, d'être la boussole politique du pays, de l'Algérie. Je rappelle que le discours de Bouharouba, alias Boumediene, c'était de dire je vais créer un homme nouveau. Je me souviens très bien, j'étais en Algérie à ce moment-là. Personnellement, j'étais cadre dans une société nationale et on discutait de cet homme nouveau que voulait créer Bouharouba. Eh bien, il l'a créé. Et on le retrouve effectivement dans les institutions. Et je peux vous dire, Monsieur Benchenouf, je pense que vous l'avez dit plusieurs fois, y compris dans cette émission-là, je vous ai entendu, mais vous l'avez dit à juste titre. Je pense que les méritants qui sont dans les institutions, parce qu'il y en a toujours des gens intelligents, des gens qui sont évidemment portés vers l'intérêt supérieur du pays, ces gens-là, au sein des institutions civiles ou militaires, sont les plus malheureux. Ils sont plus malheureux que nous, opposants, parce qu'ils vivent de l'intérieur et à l'intérieur ce qui se passe, et ils voient effectivement l'émergence, l'irruption d'hommes totalement médiocres, parce que tout simplement le système politique algérien tel qu'il a été mis dès l'indépendance et particulièrement après 1965, c'est un système qui permet aux opportunistes, qui permet aux apparatchiks, qui permet aux indignes de prendre la place, d'oser, d'aller de l'avant. Et tous ceux qui avaient un minimum de pudeur, un minimum d'intelligence, qui étaient des hommes réfléchis, des femmes réfléchies, etc.,
évidemment, on préférait se mettre de côté, même quand ils ne sont pas mis de côté par les tenants du pouvoir. Et donc, on les voit effectivement marginalisés, mis dans le placard ou carrément enfuis vers l'étranger. Et donc, nous assistons à un système qui a fabriqué, malheureusement, et là je réponds directement à votre question, qui a fabriqué une Algérie médiocratique. Parce que, tout simplement, pardon Hassan, ce que vous dites est très intéressant. Est-ce qu'on peut, Hassan, être méritant, vertueux? Ah, on a perdu Hassan? Non, je suis là. Hassan. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut être méritant, vertueux, intègre, dans une démarche de dénonciation, dans une attitude de dénonciation des violations du droit et rester quand même dans ce système? Est-ce que cette attitude vertueuse de mérite ne vaut pas automatiquement et quasi systématiquement d'être exclu, d'être rejeté par le système? Oui, ça me semble évident. C'est-à-dire que les gens qui, comme vous le disiez tout à l'heure, vous le disiez à juste titre, qu'il y a des généraux, des officiers supérieurs, etc., mais aussi des hauts fonctionnaires qui ont été mis à la retraite alors qu'ils auraient pu apporter leurs compétences au pays, à l'Algérie, et sauver quelques pans, si je puis dire ainsi, quelques pans encore, comment dire, plus ou moins sains qui restent dans ce pays-là, que ce soit au niveau économique, au niveau militaire, au niveau des renseignements, au niveau industriel, etc. Donc malheureusement, ces gens-là, effectivement, dès lors qu'ils commencent à prendre la parole, ils sont complètement exclus, marginalisés, voire, vous le disiez vous-même à juste titre, voire mis en prison. Et on assiste malheureusement à une scène, en tout cas politique, où ceux qui sont devant, ce sont la majorité des médiocres, des apparatchiks, des gens qui n'ont pas froid aux yeux et qui, effectivement, prennent la place de ceux qui devraient être tout simplement au gouvernail. On le voit d'ailleurs, M. Benchenouf, lors des élections. À partir du moment où les élections ne sont pas libres, il est évident que les meilleurs d'entre nous ne peuvent pas se présenter aux élections parce qu'ils cautionneraient un système non seulement médiocre, mais aussi un système violent, un système qui broie, qui exclut, qui marginalise, qui emprisonne, un système injuste, un système intolérant, sourd aux appels du peuple. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas être ni dans les assemblées communales, ni dans les assemblées wilayales, ni dans l'Assemblée nationale, ni non plus dans le gouvernement, etc. Ces femmes et ces hommes qui peuvent apporter beaucoup sont malheureusement soit en prison, soit bâillonnés, soit complètement, effectivement, mis de côté dans les placards quand ils sont dans les institutions, où on leur demande leur avis, tout simplement, et puis on leur extorque ce qu'ils peuvent avoir de compétents dans leur métier, dans leur poste, etc. Et puis, on les laisse au bas de l'échelle. Et on met en avant, encore une fois, des gens qui sont... Une dernière question avant de passer à Abou Khalfa. Hassan, pardonnez-moi de vous interrompre. Une autre question. Est-ce que, en dehors des postes et des charges technocratiques, j'allais dire, est-ce que Hassan, est-ce que nous pouvons avoir des politiques, des gens politiques ou des députés ou des sénateurs ou des ministres à la limite qui ne soient pas que dans la technocratie et qui soient compatibles avec une telle médiocratie, voire une telle mafiocratie? Est-ce qu'ils peuvent
composer avec elle des politiques, composer avec une telle mafiocratie sans la dénoncer, sans être tenté de l'affronter. Hassan. Moi, je pense qu'il est extrêmement difficile pour eux de la dénoncer de façon frontale, dans la mesure où, à la moindre incartade, quand ils sont dans les institutions, ben, ils sont immédiatement éliminés, éventuellement même arrêtés, emprisonnés, etc. En tout cas, mis à la retraite ou mis tout simplement, comme je le disais, au placard. Donc, il n'est pas possible, dans le système actuel algérien, et depuis 1962, que des gens compétents, méritants, etc., puissent avoir leur mot à dire, critiquer le système de l'intérieur. Cela n'est pas possible. On l'a vu malheureusement, il y a des gens, des personnes qui l'ont payé de leur vie physique, ou au moins de leur vie sociale, leur vie économique, etc. Et donc, ils se sont retrouvés complètement en dehors. Donc, tel qu'il est bâti depuis 1962 à ce jour, le système algérien génère beaucoup plus facilement la médiocrité que la méritocratie. Et restez avec nous, Hassan, je reviens à vous dans un moment. Boukhalifa Ben Mamar, pour reprendre ce terme de Hassan Hirsch, le péché originel, à partir duquel tout est parti, d'autres diraient le mensonge fondateur, de la ANP digne héritière de la LN et autres slogans du genre. Est-ce qu'il est possible, pour des gens qui ont fait partie de ce système, de ce régime, qui ont épousé ces dehors, qui sont rentrés dans ces logiques, est-ce qu'il est possible pour eux aujourd'hui de revenir sur leurs pas, de revenir sur leurs erreurs, de revenir sur leur connivence avec ce système et de le dénoncer même de l'extérieur? Je veux citer cet exemple très significatif et très signifiant de Mouloud Hamrouch, qui à un certain moment, en intellectuel engagé, avait réellement pris des positions très courageuses, très prononcées. Est-ce qu'une telle attitude serait envisageable aujourd'hui, où on ne peut plus choisir ses pompiers devant l'ampleur du sinistre? Boukhalifa. Votre question est assez pertinente et profonde à la fois, mais au risque de prendre un peu au contre-pied, moi j'ai toujours cru qu'il y a une rupture générationnelle qui à un moment donné se fait. Soit elle se fait avec fracas, soit elle se fait en douce. Vous avez communiqué tout à l'heure une information très importante qui est le communiqué de Mohsin Belabbès, pour qui j'ai une profonde affection et un profond respect. Je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être l'une des personnes qui incarne une personne qui porte le projet démocratique, une personne qui sait parler à énormément de monde et qui a aussi des prétentions à fédérer. Mouloud Hamrouch, autant qu'il ait pu être, et autant que les positions qui ont été les siennes, est toujours un homme du passé. Est toujours un homme du passé, non pas par ce qu'il a été, mais de par ses visions, parce que les positions qu'il porte n'ont pas été tranchantes, au sens où les nouvelles générations ont besoin de voir ce qu'il y a derrière, au-delà des montagnes. Donc, une difficulté majeure pour ces personnes qui vont venir du sérail ou du système de faire un monde honorable. Moi, je n'ai pas la prétention à dire que je vais sonder les profondeurs humaines en disant qu'ils sont animés de bonne ou de mauvaise volonté. Là n'est pas la question. C'est les lignes de démarcation, les lignes de fracture qui sont liées aux institutions démocratiques que l'on veut ériger dans le pays. Je pense qu'il faut arriver à dire que clairement et de manière assez limpide que l'institution militaire doit être rappelée
à l'ordre, dans le sens où c'est la subordination Par qui, Boukhalifa? par Appelé à l'ensemble. l'ordre par qui? Vous savez, quand il y avait, moi je me suis permis de dire pendant l'année 2019 et 2020, quand il y avait les grands rassemblements du vendredi, je disais que le peuple algérien, les citoyens algériens destituaient une à deux fois par semaine l'état-major en allant manifester, en rappelant, en disant. Quand on dit Dawla Askaria, Dawla Madaniya, Machi Askaria, c'est une façon de dire les choses de manière très claire. On n'a pas besoin de faire une thèse d'État là-dessus ou d'aller faire un laïus lent de 3 heures pour l'expliquer. Il se suffit à lui-même, du moins dans ce sens. Le reste, c'est la construction des institutions démocratiques. Aujourd'hui, le fait est que les institutions sont des institutions clientélistes du régime qui ne sont que des organes, c'est des excroissances du régime qui vont venir adouber les lois ou à la limite participer à ce charivari répressif. Je pense que les lignes de démarcation aujourd'hui sont, d'une part, je ne fais pas du jeunisme, hein, je dis, quand on est tourné vers l'avenir, on porte les aspirations qui sont clairement celles affichées par le peuple et portées par lui-même depuis le 19 février, à savoir que l'armée revienne à ses missions fondamentales, que la question politique soit réglée de manière politique par la société, par les organisations ou par les légitimités qu'elle aura elle-même sécrétées. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas un débat important. Bien sûr qu'après, ce qui reste comme fracture, non pas en termes de projet de société, je pense qu'aussi, il faudra dire que la révolution du 19 février 2019 aussi touche à des questions fondamentales importante, démocratique. Boukhalifa. Oui. Boukhalifa. Oui. Ce système, ce régime, qu'on le veuille ou non, il est constitué aussi et en partie par des gens qui font tourner le pays, qu'on le veuille ou non, très mal, j'en conviens, mais qui me goulot de ma tête fâche. Il y a donc au sein de ce régime, de ce système, des gens compétents, des gens qui vont à contre-courant d'une situation absolument inimaginable de difficulté, des gens qui aiment ce pays, des gens qui n'ont que ce pays, qui n'ont pas de fortune ailleurs, dont les enfants sont dans le pays, qui sont condamnés à y rester, et qui savent mieux que personne, puisqu'ils sont aux affaires, que ce pays va droit au mur et qu'ils risquent de le perdre. Est-ce qu'il y a une possibilité, Boukhalifa, une chance pour ce pays, que le changement vienne, pour le citer encore une fois, M. Hamrouche, que le changement puisse venir de l'intérieur de ce système? Est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il y ait un sursaut au sein de ces élites qui sont au sein de l'État, si on peut l'appeler ainsi? Est-ce qu'il y a une chance, ou alors faudra-t-il envisager la situation d'une toute autre façon? Ça veut dire d'un côté le peuple algérien et de l'autre côté un régime ennemi en globalité, en totalité. À votre avis? Je reviendrai quand même toujours à la question fondamentale de la légitimité des institutions qui vont en être pour gérer l'après-crise. Moi, je ne dénie à personne la prétention à jouer un rôle ou ne pas jouer un rôle, mais jouer un rôle important dans une direction vers la construction et la consolidation des institutions démocratiques, fût-il des personnes qui travaillent en Algérie, qui vivent en Algérie, qui sont intègres et qui font tourner ce qui reste encore. Bien sûr, moi je ne suis pas exclusiviste. Je pense qu'il est très important. Après, c'est à ces personnes-là de trouver les voies et moyens de s'engager. Vous savez, aujourd'hui, les personnes qui sont derrière les barreaux, elles ont pris leurs engagements
de manière importante. Je ne vois pas ce qui empêcherait une personne, même qui est dans les rouages de l'État, de prendre les siennes. Je pense plus on est nombreux à prendre nos responsabilités et plus les tenants du pouvoir seront appelés à réfléchir. Ils peuvent réprimer 10 000, 5 000, mais ils ne peuvent pas réprimer tout un peuple. Et ça a été prouvé par l'histoire. Hassan Hirish, je suis tenté de vous poser la même question, mais avant, il y a une mise au point de la Banque mondiale qui vient de tomber concernant le rapport de suivi de la situation économique. La Banque mondiale répond donc à cette attaque furieuse de l'APS et des journaux satellites du régime, où elle dit tout simplement, en gros, mais nous y reviendrons peut-être demain, après étude du document, ils disent que tout ce que nous avons dit dans le rapport provient des chiffres qui nous ont été fournis par le pouvoir algérien lui-même et qui sont dans ses propres statistiques. Mais sinon, Hassan Hirish, sur la question que je viens de poser à Boukhalifa, est-ce que de l'intérieur du régime, il y ait une possibilité de sursaut de gens qui comprennent, à plus forte raison qu'ils sont plus renseignés que tout le monde, en tout cas mieux que nous, sur la gravité de la situation? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un sursaut ultime avant qu'il ne soit trop tard? Monsieur Benchenouf, je considère que c'est une question clé. Je pense que cette question, elle devrait revenir à chaque fois dans nos émissions, parce que c'est une façon aussi d'encourager ces personnes qui sont dans les institutions, aussi bien civiles que militaires. Je suis absolument convaincu, même si je n'ai évidemment aucune espèce d'information là-dessus, que des civils, des militaires, peut-être ensemble, j'en sais rien, ce qui m'étonnerait, en tout cas au moins par corps de métier, doivent se réunir chez les uns les autres et discuter effectivement des difficultés que vit le pays, et discuter aussi de comment ils vivent les uns les autres, le fait que des apparatchiks soient au devant de la scène et que les meilleurs d'entre eux et d'entre nous soient effectivement marginalisés. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, notamment depuis février 2019, et que le Hirak, quand il reprendra, parce que je suis absolument convaincu qu'il reprendra, leur facilitera la tâche. Je pense que pendant toute la période du Hirak, ces gens-là ont certainement eu la possibilité de parler beaucoup plus librement, parce que ça leur donnait l'occasion de commenter ce qui se passait dans la rue et ce qui se disait, différents slogans, etc., et qui, pour un certain nombre, doivent certainement leur faire mal, parce que un slogan forcément est généralisant. Quand on dit, par exemple, les généraux à la poubelle, le Jazair l'istiqlal, les généraux compétents, conscients, nationalistes et qui voudraient que ça change, ils doivent avoir mal au cœur beaucoup plus que nous, opposants. Ils doivent être malades, ils doivent être totalement ulcérés. Quand de semaine en semaine, comme l'a rappelé notre ami Boukhalifa Ben Ma'mar, de semaine en semaine, on répétait Jazair, comment dire, Algérie, pouvoir civil et non militaire, pouvoir civil et non militaire. Cette répétition tous les week-ends, eh ben, je suis absolument convaincu que ça devait faire très mal à ceux qui sont sincères, à ceux qui travaillent pour le pays, à ceux que vous avez décrits de façon juste, qui maintiennent le souffle qui reste encore à ce pays-là, qui tient encore debout, malgré les coups qu'il reçoit et qui sont considérables. Donc, moi, je garde l'espoir, M. Benchenouf, que... pardon? Allô? Hassan, pardonnez-moi de vous interrompre, mais la question a
un double tranchant. Il est vrai qu'il y a beaucoup de commis de l'État, de grands commis de l'État, de grands serviteurs de l'État au service de l'Algérie. Mais il est vrai aussi que accepter de voir son pays mené au mur, droit au mur, au précipice, pillé, dilapidé, voir son peuple jeté en prison, voir la justice de son pays instrumentalisée par une mafia, voir ses richesses dilapidées par l'incompétence, si ce n'est par la gabegie, et se taire, ça s'appelle de la connivence, si ce n'est de la complicité. Je pense, M. Benchenouf, qu'ils sont dans un dilemme cornélien. C'est-à-dire qu'ils voient effectivement tout ce que vous venez de décrire si bien, mais que parler dans ce système-là, agir dans ce système-là, évidemment, c'est prendre d'énormes risques. C'est prendre tout simplement le risque d'être broyé, complètement broyé, jugé avec une justice évidemment qui est plutôt toujours à la charge. Et donc, il faut qu'ils prennent des précautions. Moi, personnellement, je ne veux pas que des gens comme ça prennent des risques inutiles, mais qu'ils mesurent leurs actions, leurs paroles, qu'ils fassent attention à leurs réunions, etc., mais qu'ils agissent petit à petit et qu'ils créent des réseaux. Moi, je pense qu'ils le font. Moi, je ne fais pas appel à un coup d'État, pas du tout. Je fais appel à une réflexion et à un travail de pression pour que, justement, on revienne, M. Benchenouf, ne serait-ce qu'à la situation de 89-90, où Mohsin Ben Abbas ne pouvait pas, Mohsin Ben Abbas, auquel moi aussi je voue un très grand respect, et qui fait partie des hommes de la solution pour ce pays-là, et non pas un homme de problème. Et donc, dans ces deux années-là, 89-90, il était possible pour ces gens de parler. Il était possible pour ces gens de rencontrer des commis de l'État, et il y avait même des commis de l'État dans les partis politiques, y compris justement au RCD, au FFS, et un peu partout. Et donc, ne serait-ce qu'un retour à la case 89-90, ce serait déjà une grande victoire. Et je pense qu'il doit y avoir des gens qui travaillent là-dessus. Juste peut-être un dernier mot, M. Benchenouf, par rapport à ça. Oui, allez-y. Moi, je pense que le fait qu'il y ait des gens comme le général Ben Hadid, et voire même le général Rediri, qui est maintenant depuis plus de 2 ans en prison sans jugement, je pense qu'ils ne peuvent pas être seuls. 3 ans, je crois. Oui. Isolés. Et donc, le problème, c'est le narcissisme le narcissisme qui emprisonne les apparatchiks qui sont devant de la scène, qui freinent, qui sont le verrou beaucoup plus que les problèmes politiques. Et je me permets de vous interrompre. Alors, dernier tour de micro, vous avez 2 minutes chacun. Boukhalifa, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. J'aimerais bien que vous commentiez un peu ce retour de l'ambassadeur d'Algérie en France, en fait Paris, qui n'a jamais quitté, puisqu'il est l'ambassadeur de l'Algérie à Monaco aussi, dont la résidence est à Paris. Et nous savons que monsieur l'ambassadeur a toujours été très actif, qu'il a eu beaucoup de contacts avec cet État duquel il avait été rappelé, rappelons-le. Boukhalifa. Écoutez, moi je pense que pour mériter le titre d'ambassadeur, donc il y a des contingences qui sont liées à la fonction que moi personnellement je trouve non respectées. Je n'oublierai pas le manque d'enthousiasme des autorités consulaires algériennes quand l'élan des solidarités agissantes ici en France ont répondu à la détresse des feux de forêt en Kabylie par énormément de dents, par tout cela. Moi, c'est une condition nécessaire et suffisante pour disqualifier la fonction
et par là même tout le corps diplomatique qui a vu plutôt dans cette occasion une volonté d'asservir encore un peuple qui s'est de toute façon émancipé de toute forme de tutelle. Juste pour dire aussi une chose, c'est que le changement quand on a essayé de réformer le système de l'intérieur, ça a toujours été un fiasco. Et là, toutes les expériences dans l'histoire l'ont démontré. Le changement doit toujours venir de l'extérieur, et c'est l'impulsion que la société impulse à cette dynamique. Et si les autres prennent le train, pourquoi pas, tant mieux. Moi, je les invite comme je l'ai fait à l'époque où il y avait un mouvement d'espérance chez les procureurs, chez quelques juges qui ont été assez courageux pour ne pas appliquer, pour ne pas prononcer des verdicts et des condamnations dictées par téléphone. Je pense qu'il y en a eu, et il y en aura toujours. Il y a toujours des individus, parce que juste on va continuer à faire. Il faudra faire la différence entre le nationalisme et le patriotisme. Merci Boukhalifa. Je rappelle pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas très bien compris que Boukhalifa, quand il parlait que le changement doit venir de l'extérieur, il parlait de l'extérieur du régime, bien sûr. Hassan Hersh, je vais vous demander de me pardonner, mais vous ne pourrez pas dépasser la minute pour le mot de la fin. Je suis désolé, on me rappelle à l'oreillette que nous avons un peu débordé, pardonnez-moi. Hassan Hersh. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Moi, par rapport à cette histoire de l'ambassade, moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on voit en fait que l'Algérie a une diplomatie en fait à deux facettes. Il y a une diplomatie du chéquier vis-à-vis des pays du Sud. On l'a vu avec la Tunisie, la Palestine, le Front Polisario, etc. Et puis la diplomatie de l'enfant gâté avec la France particulièrement. Et donc cette diplomatie de l'enfant gâté ne mène absolument à rien. C'est une diplomatie des ruades, de la bouderie, de l'enfantillage, etc. La France est un grand partenaire. Malheureusement, l'Algérie fait tout pour la jeter dans les bras de nos adversaires, au lieu justement de l'attirer vers nous, vers notre pays, pour les transferts de technologie, pour les investissements, pour les transferts de savoir, etc. Les réactions, je rappelle que ces réactions infantiles ont commencé avec de petits documentaires qui sont passés sur France 24 et sur la chaîne La 5, donc les deux chaînes françaises. Et c'est deux petits documentaires sur le Hirak, et on avait rappelé d'abord à ce moment-là l'ambassadeur. Donc c'est vous dire que c'est une démocratie infantile, et par la suite sur une phrase d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il ait dit que le système algérien est un système politico-militaire et qu'il vit de la rente mémorielle. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu encore une fois des ruades complètement disproportionnées, interdire à l'armée française de survoler le territoire algérien pour les avions qui ravitaillaient donc la force Barkhane dans le Sahel. Ça a été très très loin. On était quasiment au bord de la rupture diplomatique, comme ça a été fait avec le Maroc. Donc moi je pense qu'on n'a pas vu là les intérêts du pays, on n'a pas vu là les intérêts stratégiques de l'Algérie, on n'a pas vu une politique justement de partenariat, mais on a vu encore une fois une politique de la gâterie, une politique de « aimez-moi, il faut m'applaudir, il faut me considérer ». Hassan, merci beaucoup. Hassan Hersh, merci Farida Hamidi, merci Nabila Ismail, merci Boukhalifa Ben Mamar, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Qala khair, salama.